Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire que nous réalisons aujourd'hui avec Patrick Duo, le fondateur d'ONI. Bonjour Patrick. Bonjour Elsa, Euh, bonjour à tous et à toutes. donc avec Patrick, nous allons vous parler de Google et de la manière dont l'utiliser pour faire du business. Donc si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les écrire directement dans l'onglet questions et nous y répondrons à la fin de la présentation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Ranking Coach, je vais vous faire une rapide présentation. Donc Ranking Coach a été créé en 2013 par Fairrank. C'est une agence marketing en fait qui proposait Ranking Coach à ce moment-là comme service SEO à leurs clients. La demande a été tellement forte dans ce domaine que Ranking Coach est alors devenu entreprise à part entière une année plus tard. En 2015, le produit Ranking Coach s'est internationalisé. Il est maintenant proposé donc dans plus de 25 pays et dans 9 langues. Il y a 3 ans, nous avons créé 2 nouveaux produits, donc Ranking Coach Ads qui permet de gérer facilement les campagnes Google Ads à partir de l'outil et Listing Coach qui permet lui de travailler sa présence en ligne via l'ensemble des annuaires les plus importants. Il y a 2 ans, nous avons reçu un fonds d'investissement important de la part d'United Internet, donc c'est le groupe qui possède notamment l'entreprise One and One. Et il y a de cela quelques mois, nous avons lancé Ranking Coach 360. C'est une version qui permet de travailler l'ensemble de son marketing en ligne grâce à la partie SEO donc de base, l'option Ranking Coach Ads et l'option Listing Coach. Et donc tout cela à partir d'une même et seule plateforme. Pardon. Donc aujourd'hui, Ranking Coach, c'est plus de 150 000 clients actifs dans le monde avec un support quotidien, plus de 100 employés et de très nombreux partenaires importants. Donc Ranking Coach, du coup, c'est un produit qui permet de travailler l'ensemble de son marketing en ligne et de sa notoriété, donc notamment grâce à les réalisations de tâches dans le domaine du référencement naturel, des tâches qui sont accompagnées par des tutoriels vidéo pour vous aider dans la mise en place des changements à implanter dans votre site internet, mais également à gérer, du coup, comme je vous disais un peu plus tôt, les campagnes Google Ads et donc à mettre en place un référencement payant pour certains mots-clés qui sont un peu plus difficiles à travailler en termes de classement. Il permet aussi de travailler sa présence locale, donc avec les inscriptions synchronisées sur les annuaires en ligne, mais aussi la gestion des avis clients. Et pour finir, de travailler également sa présence sur les réseaux sociaux, donc notamment grâce à des tâches dans ce domaine, et avec un suivi aussi des actions réalisées par l'entreprise, mais également par vos concurrents. Donc voilà un petit peu pour Ranking Coach. Du coup, je laisse Patrick présenter Oni. Alors, chez Oni, donc Outsourcing Network Intelligence, nous on travaille sur le web depuis, comme je l'ai écrit sur le truc, avant Google, hein, donc on était là avant, on sera peut-être pas là après, mais au moins on était là avant. Premier site en 94, hein, on a fait partie des tout débuts du web, hein, les pionniers. Hein, on a commencé la monétisation de sites en 97. Jusqu'en 2015, on ne s'intéressait qu'à nous-mêmes, égoïstement. Hein, on monétisait des sites qu'on concevait, qu'on créait, qu'on hébergeait uniquement en interne. Et depuis 2015, on a commencé à s'intéresser aux TPE, PME, ETI. On travaille peu avec les boîtes de plus de 350-500 personnes parce qu'en fait, c'est très lourd, très compliqué et sur Internet, il faut être très rapide. Et notre cheval de bataille, hein, depuis le début, bien avant que ça apporte des noms, hein, c'est donc le growth hacking et l'inbound marketing, c'est-à-dire qu'en fait, on est des purs players de la prospection et de l'acquisition de leads sur Internet. Alors aujourd'hui, une des réalités, c'est qu'effectivement, 83% des décideurs, et quand je parle de décideurs sur les marchés B2B, hein, commencent leur recherche d'un nouveau fournisseur, d'un nouveau prestataire en utilisant Google. C'est-à-dire qu'en fait, un acheteur dans une boîte, une grosse société ou même une petite, quand il va chercher quelque chose, un nouveau prestataire, son premier réflexe, c'est Google. Ça veut dire que si vous n'êtes pas sur Google, et on sait tous que sur Google, ça veut dire la première page de Google, si vous n'êtes pas sur la première page de Google, vous ratez 83% des opportunités de marché que ces décideurs peuvent éventuellement vous apporter. Donc ça, c'est une réalité. Hein. C'est absolument pas quelque chose qui sort de nos esprits malades et malveillants. Ça veut donc dire qu'effectivement, seulement 17% des décideurs commencent leur recherche par un moyen traditionnel, hein, qui sont les salons, les réseaux, ce genre de choses. Donc, et ça va pas en s'améliorant. Hein. La tendance va vraiment en s'accélérant. Il y a encore 3, 4 ans, 5 ans, en B2B, c'était pas du tout un phénomène qu'on observait. Et maintenant, en 4-5 ans de temps, c'est devenu vraiment impressionnant.
Donc voilà, hein, ça c'est si votre offre n'est pas visible sur la première page pertinente. Alors page pertinente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas être visible sur n'importe quelle première page de Google. On sait bien que Google aujourd'hui génère des pages au niveau dynamique, c'est-à-dire qu'un internaute va rentrer une requête, ça va générer une page de résultat, ce qu'on appelle une SERP. Et si vous n'êtes pas présent sur cette première page pertinente, vous n'avez aucune chance de vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc je vais repasser la parole à Elsa. Merci. Du coup, je vais expliquer un petit peu ce qu'est Google, hein, donner un petit peu des éléments pour bien que vous compreniez comment il fonctionne. Donc Google, c'est donc un moyen essentiel à utiliser pour être visible en ligne et pour du coup, hein, augmenter ses ventes. C'est un moteur de recherche qui permet d'apporter des informations aux internautes qui en font la requête. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, vraiment de façon très simple, une fois que vous enregistrez donc, votre site internet sur Google, ce dernier l'indexe, en fait l'enregistre parmi tous les autres sites internet qu'il a et le classe ensuite dans ses résultats en fonction des informations qui se trouvent sur votre site internet et en fonction du coup des requêtes des internautes. Donc en général, par jour, Google donc classe plus de 20 milliards de pages internet, ce qui est énorme. Et lorsqu'une recherche est effectuée par un internaute sur Google, Google utilise alors un algorithme qui est assez complexe, hein, donc on ne connaît pas forcément tous les paramètres du coup de ces algorithmes, hein, ils cachent un petit peu certains aspects. Mais il utilise du coup ces algorithmes en fait pour rechercher les informations donc sur l'ensemble des sites internet qu'il a indexés, dans le but du coup d'apporter les résultats les plus pertinents donc aux enquêtes effectuées. Et si du coup une page de votre site internet contient exactement ce que l'internaute recherche, il y a du coup de fortes chances pour que vous soyez classé sur la première page des résultats Google. Donc certains des paramètres qui sont pris en compte par Google afin de savoir ce qui se trouve sur votre site internet et du coup si ce dernier est de qualité et répond du coup à la requête de l'internaute et que du coup l'on connaît, sont par exemple le réseau de liens, l'utilisation et l'emplacement des mots-clés, la présence de certaines balises, la vitesse de chargement de la page, l'ergonomie du site internet, etc. Et du coup, pour bien travailler sa présence et sa visibilité sur Google, il y a deux formes de référencement. Donc le SEO qui regroupe du coup toutes les techniques utilisées pour améliorer le positionnement d'un site internet ainsi que la notoriété de la marque. Cette technique du coup demande de la patience et de l'implication et donc se travaille sur le long terme. C'est un référencement qu'on dit naturel. Et le SEA qui regroupe lui toutes les campagnes publicitaires, hein, comme par exemple les campagnes Google Ads par exemple, et qui permet du coup l'augmentation en fait du trafic sur les sites internet sur du court terme et basé sur des mots-clés pertinents pour l'activité. Donc là, c'est un référencement payant. Alors le référencement naturel. Donc comme disait Elsa, il y a plusieurs étapes, hein. Donc nous on a identifié, alors on n'est pas les seuls, hein, les utilisateurs de Google ont identifié 4 étapes, hein, sachant que Google est très avare en informations. Ça est un peu en train de changer, mais bon, c'est toujours très opaque. Bon, le premier c'est le crawl. Le crawl, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait on va ramper, hein, on va avoir des logiciels, des petits scripts, hein, produits par Google qu'on appelle les Googlebots, qui vont suivre tous les liens hypertextes du web pour repérer des pages qu'il éventuellement ne connaîtrait pas. Une fois qu'il a repéré une page, il va l'indexer dans une base de données. Alors la page, il la repère par un URL, hein, c'est-à-dire qu'une page égale un URL. Google ne référence pas des sites, il référence des pages. Donc l'indexation, c'est cette phase où Google va mettre en base de données toutes les nouvelles pages qu'il a repérées. Ensuite, il va essayer de les classer, un premier classement initial par rapport à d'autres pages, alors qui sont dans le même champ lexical, on en parlera plus tard, c'est-à-dire en gros qui vont s'intéresser à la même thématique et par rapport à une notoriété numérique, ce qu'on appelle le trust rank, c'est-à-dire l'indice de confiance. Ces pages ont-elles des liens entrants de sites qualitatifs qui permettent à Google de juger de leur niveau de confiance, de leur niveau de, je dirais, de sérieux. On en parlera aussi plus tard. Et enfin, un classement dynamique qui va être directement lié au comportement des utilisateurs que Google mesure grâce à différents outils, le plus connu étant Chrome. Hein. Si Chrome est gratuit, c'est parce qu'en fait, Google utilise cet outil pour regarder comment nous, internautes, nous nous comportons sur les pages web. Et à partir de là, il va pouvoir définir qu'une page web, en fonction d'une requête donnée, est pertinente ou pas.
Alors les Googlebots, là, je vous ai refait un petit topo, hein, suivre toutes les pages, ça veut dire qu'effectivement, si vous publiez une page sur Internet et qu'il n'y existe aucun lien entrant, Google va avoir du mal à l'identifier, donc à l'indexer, donc à la classer, donc à la rendre visible dans son moteur. Alors, il n'utilise pas que les liens entrants, hein. Google utilise Gmail également pour repérer les nouvelles pages web. Quand vous entrez un URL et que vous envoyez un message à l'un de vos contacts via Gmail, bah, Google crawl tout ce qui se passe dans Gmail et donc il repère les éventuels liens qu'il n'aurait pas identifiés. Il va utiliser Chrome. Qui sont effectivement aussi, quand vous rentrez une adresse URL dans la barre de recherche de Chrome, s'il ne connaît pas le lien, il va également la mettre dans son index. Et il utilise également un outil qu'on appelle la Search Console, où là, c'est le webmaster qui va indiquer à Google via des sitemaps, via différents moyens, que la page existe. En fait, une page, pour être opérée, elle doit être connectée au réseau, hein. Internet, c'est d'abord un réseau. Et donc, tous les petits robots de Google, les Googlebots, vont suivre tous ces liens et vont parcourir le réseau toute la journée en fonction de ce que vous aurez mis comme information, ce que vous lui aurez donné comme information. Alors, un serveur mal partagé, c'est-à-dire qu'un serveur qui ne va pas avoir de lien entrant, enfin un site ou un serveur techniquement faible, est un handicap sérieux. Parce qu'en fait, le gros problème de Google, Elsa le disait tout à l'heure, Google référence 20 milliards de pages par jour, enfin parcourt 20 milliards de pages par jour et il parcourt également aussi les pages qu'il connaît déjà pour voir si elles ont évolué. En fin 2017, si j'ai bonne mémoire, Google avait référencé 300 000 milliards de pages web. C'est-à-dire qu'en fait, plus de pages web que de cellules dans le corps humain. C'est inimaginable. Ça veut dire qu'à chaque fois que Google décide de parcourir Internet, le cauchemar qu'il vit, enfin surtout le cauchemar de ses financiers, c'est la facture d'électricité. En fait, Google n'est absolument pas un produit écologique. C'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie et qu'en fait, plus une page web va être lente à répondre, plus les Googlebots vont perdre de temps et plus ça va coûter cher à Google. Donc en fait, Google exige que les serveurs soient rapides. Pas parce qu'il s'intéresse aux internautes, même si c'est important pour un internaute qu'une page aille vite, mais surtout parce qu'il s'intéresse à sa facture d'électricité. Et donc en fait, les Googlebots ne veulent pas perdre de temps, ils n'aiment pas les serveurs lents. C'est-à-dire que à partir du moment où vous voulez faire du business sur Internet, la première question que vous vous posez, c'est est-ce que mon site est bien hébergé? Ça veut dire qu'on va évidemment éviter tous les sites à 60 € par an, enfin les serveurs pardon à 60 € par an, et qu'on va commencer à rentrer dans des serveurs un peu plus sérieux dont la tarification va plus s'approcher de 60, 100 € par mois que de 100 € par an. Alors, quand une page est repérée par le crawl et qu'elle est inconnue de Google, il va l'ajouter à sa base de données. Et il va l'ajouter avec des paramètres. Ces paramètres, c'est évidemment l'URL, c'est-à-dire qu'en fait, dans le monde de Google, une page égale une URL. Hein, donc là, on parlera peut-être un peu plus tard du duplicate content, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir deux pages avec le même URL, ça ne fonctionnerait pas d'ailleurs, mais en plus, ça perturberait Google. Et vous ne pouvez pas avoir deux pages qui se ressemblent avec des URL différents. C'est-à-dire qu'une page, duplicate content, ça veut dire qu'en fait, là, Google serait un petit peu perdu. Il va repérer également le poids informatique de la page en kilooctets, hein, parce qu'une page légère va être plus rapide à charger, donc va avoir des petits bonus en termes de rapidité. Il va regarder les liens. Est-ce que cette page comporte des liens? Est-ce que je pourrais, moi, Google, suivre pour référencer d'autres pages, etc., etc. Donc, on le disait tout à l'heure, hein, si une page n'a aucun lien entrant, les Googlebots ne peuvent pas la détecter, donc l'indexer. Alors moi, je vois plein de sites hein, où les gens sont tout contents d'avoir un site web tout neuf, souvent assez cher, et il n'y a pas de lien entrant. Ils disent, mais pourquoi mon site n'est pas repéré? Pourquoi il n'est pas référencé? Tout simplement parce qu'il n'est pas dans le réseau. Internet, c'est un réseau. Donc, pour être dans le réseau, il faut être connecté aux autres pages. Et du coup, donc là, c'est un petit peu sur comment, ouais, sur le site internet lui-même, mais non pas forcément son contenu. Mais du coup, le contenu du site internet donc est vraiment important également à travailler. Donc un des autres aspects à travailler dans ce sens-là, c'est le champ lexical. Donc le champ lexical, c'est l'ensemble des mots d'un texte ayant un thème en commun. Chaque champ lexical couvre le vocabulaire d'un domaine en particulier. Par exemple, le champ lexical de la mer serait falaise, vague, rocher, plage, coquillage, flot, eau salée, enfin donc la même thématique. Donc en SEO, lorsque nous traitons d'un sujet en particulier lié à l'activité de l'entreprise,
Il est donc important de ne pas se limiter à l'utilisation d'un seul mot, mais d'utiliser en fait l'ensemble des mots en relation avec le sujet traité. Donc le système des mots-clés constitue en fait l'élément central du référencement naturel. Donc en termes de contenu, la richesse d'un texte tient donc dans la diversité du vocabulaire que vous utilisez et dans l'utilisation d'un champ lexical important. Faites attention de ne pas tomber dans la répétition. Et les robots de Google, en fait, sont capables de reconnaître l'utilisation d'un champ lexical. N'hésitez donc vraiment pas à travailler vos contenus en prenant en compte cet aspect. Et si vous rencontrez des difficultés à trouver du vocabulaire, vous pouvez par exemple vous appuyer sur des dictionnaires de synonymes qui vous apporteront déjà des mots équivalents et du coup des pistes de réflexion par rapport à vos mots-clés. Mais du coup, il est important de vraiment prendre le temps de réfléchir à votre activité, de définir votre positionnement, ce que vous offrez, ce qui fait votre force, ce qui fait votre différence par rapport à vos concurrents, et de vous baser sur cela pour choisir vos mots-clés et du coup rédiger votre contenu. Attention quand vous choisissez vos mots-clés, de faire attention à leur volume de recherche et au niveau de compétition de chacun de vos mots-clés. Donc si c'est des mots-clés qui sont très concurrentiels, ça peut être difficile d'apparaître sur la première page en peu de temps. Du coup, comme je vous parlais un petit peu du champ lexical et du contenu, le contenu donc en soi est vraiment très très important. Donc c'est ce que disait Patrick tout à l'heure, attention de ne pas le dupliquer. Mais il est important, une fois que vous avez bien choisi vos mots-clés, ce qui définit votre entreprise, du coup, de travailler le contenu de votre site internet avec ces derniers. Donc votre contenu doit être unique. Donc, c'est ce que tu disais, Patrick. Ne le copiez pas d'un autre site internet. Ne copiez pas votre contenu déjà publié sur une autre de vos pages. Il doit être suffisamment long. On parle en général d'au moins 1000 mots. Il doit être facile à comprendre et il doit être intéressant. N'écrivez surtout pas les mots les uns à la suite des autres sans logique. Déjà parce que les internautes ne resteront pas sur votre page puisqu'il n'y a aucun intérêt pour eux. Et du coup, Google vous sanctionnera en vous plaçant en de moins bonnes positions dans ses résultats. En général, on attribue un mot ou un groupe de mots-clés par page. Le contenu doit être adapté à votre cible. Il est donc important que vous connaissiez bien vos clients. Il est également important de bien structurer votre contenu. Donc pour cela, n'hésitez pas à ajouter des titres de différents formats où vous placerez là aussi du coup vos mots-clés. Donc en général, on a un H1, donc ça c'est les balises titres, par page, plusieurs H2, H3, H4, H5, H6, en fonction du nombre de titres du coup que vous souhaitez ajouter à votre contenu. Et n'oubliez pas également de travailler aussi les textes qui sont associés à vos images et à vos vidéos, parce que du coup, Google prend ça également en considération. Pour finir, le référencement naturel, c'est aussi les liens retours que vous avez peut-être déjà vu comme backlink, liens entrants ou bien liens arrivants ou encore liens externes. Ça a un peu différents noms. Donc un backlink, c'est un lien hypertexte en fait qui permet d'envoyer un internaute présent sur un site vers un autre site internet ou bien vers une autre page du même site internet. En général, ils sont bleus, vous cliquez dessus et vous atterrissez directement sur une autre page. Donc les liens retours sont importants en SEO car ils apportent de la valeur ajoutée aux visiteurs du site internet puisque ce lien va leur permettre d'acquérir du coup de nouvelles informations sur un sujet en particulier. Et cette valeur ajoutée à vos visiteurs en fait est prise en compte par Google. Google, c'est quelque chose qu'il affectionne particulièrement. Ils permettent aussi de lier des sites de qualité entre eux et donc d'accroître leur visibilité commune. C'est ce que disait Patrick tout à l'heure. C'est un réseau, c'est très important de le travailler. Et la qualité et le nombre de backlinks que possède un site internet permet du coup de mesurer la réputation aussi du site en question. Donc si le site internet possède beaucoup de liens retours pointant vers des sites de qualité, il sera alors considéré comme un site avec de l'intérêt et donc Google le mettra forcément plus en avant qu'un autre. Pour optimiser votre SEO, vous devez donc collaborer avec d'autres sites considérés comme reconnus par Google. Un exemple, ça peut être lemonde.fr, c'est un site qui est reconnu de qualité par Google. Si vous travaillez avec ce type de site, forcément, ça n'aura pas le même impact qu'un lien sur le site de votre voisin qui décide de vendre des jus de fruits, par exemple. Il faut vraiment que les sites internet
traitent plus ou moins du même type de sujet hein, que le vôtre. Par exemple, si vous êtes un gîte, essayez de travailler alors avec des offices de tourisme de votre région, des restaurants, des loueurs de vélos, tout type d'entreprise en fait utile du coup aux touristes qui viennent du coup dans votre région. Donc, Ce qui est important, si je peux me permettre, Elsa, c'est de bien comprendre que le lien sert aussi à contextualiser le texte. C'est-à-dire qu'en fait, l'encre qu'on va utiliser, l'encre, c'est le mot qui est souligné dans le lien hypertexte, va permettre à Google de bien confirmer que le texte qui est le texte cible, la page cible, parle bien de ce qu'on veut lui faire croire qu'il parle. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais grosso modo, si j'écris un article qui a pour objectif de parler de hérissons, par exemple, hein, j'écris des hérissons, les hérissons c'est génial, j'adore les hérissons, c'est formidable, mais seulement il y a un vrai problème avec les hérissons, c'est que quand ils traversent la route, ils se font écraser. Et j'ai remarqué que c'était souvent des frères à rouge qui écrasaient les hérissons, et le rédacteur part en vrille et il commence à faire vraiment une charge contre les Ferrari rouges. Google arrive, dans le champ lexical, il y a à la fois de la Ferrari rouge, de la route et à la fois des hérissons. Google est perdu, il sait absolument pas de quoi ça parle. Si on fait un lien entrant qui vient d'un site animalier ou avec le mot hérisson en encre, là Google va dire ah bah ouais, ok, d'accord, donc on parle pas de Ferrari rouge, mais on parle bien de hérisson. Et donc ça va lui permettre de mieux comprendre le champ lexical, de l'affiner. Et donc le lien entrant sert aussi d'une manière très importante à la contextualisation de ce dont on veut parler. Fin de la parenthèse. Donc oui, donc du coup, pour comprendre un peu ce que Google analyse, donc il prend en compte tous les points du coup qu'on a évoqués jusqu'ici avec Patrick. Mais du coup, pour résumer un petit peu le tout, donc voilà sur quoi il se focalise tout particulièrement. Donc le temps de chargement, c'est ce que tu disais un petit peu plus tôt. Donc de plus en plus d'internautes utilisent leur smartphone, pour surfer sur Internet. Il est donc du coup essentiel d'optimiser votre interface et votre vitesse de chargement. Vous le faites sûrement vous-même. Google a en effet démontré que plus de 50% des utilisateurs ne restent pas sur une page si cette dernière met plus de 3 secondes à se charger. Donc finalement, personne n'aime attendre. On fait tous la même chose, que ce soit dans la vraie vie ou dans le monde virtuel. Donc si un internaute quitte rapidement votre site internet du coup pour se rendre sur un autre parce qu'il ne veut pas attendre que le site internet se charge, Google estimera que votre site internet est du coup synonyme de mauvaise qualité. Donc il est vraiment important que vous fassiez attention au temps de chargement. La qualité du contenu également. Google analyse vraiment la qualité du contenu de votre site internet. Donc c'est ce que je disais, si ces derniers suffisamment long, s'il est compréhensible, s'il est intéressant, s'il apporte une réelle expertise aux internautes, et notamment si les mots-clés qui se trouvent dans vos textes correspondent à votre activité et à un réel intérêt pour vos visiteurs. Il va analyser aussi donc toutes les balises de votre site internet, donc sa structure avec les balises titres, les métadonnées, et du coup le contexte donc des liens entrants, donc l'autorité et la qualité du site lié au vôtre, et si le lien est pertinent et est placé de manière aussi naturelle dans votre contenu. Et faites attention de bien vérifier aussi que vos liens ne soient pas, qu'ils soient toujours actifs, que le site internet continue d'exister, parce que là aussi c'est pareil, Google du coup peut vous pénaliser si vous avez des liens qui du coup n'existent plus. Vous avez aussi du coup la notoriété numérique, donc Google analyse aussi cet aspect-là. Donc pour cela, il va principalement en fait analyser les liens pointant vers votre site internet ou se trouvant du coup sur votre site internet et pointant vers d'autres, donc soit finalement tout le réseau de liens qui gravitent autour du site internet. On le répète depuis le début, le réseau est extrêmement important. Plus les liens sont issus d'une page de confiance, comme l'exemple du monde.fr de tout à l'heure, plus la notoriété du coup de votre site internet sera reconnue. Il analyse également le comportement des visiteurs. Donc, comme on l'a vu précédemment, le comportement des visiteurs vis-à-vis de votre site internet est un paramètre extrêmement important pour Google. Si le visiteur, par exemple, quitte votre site internet rapidement, donc si le taux de rebond est faible, cela signifie que votre site internet ne se charge pas ou bien qu'il ne répond pas à la question posée par l'internaute.
Si à l'inverse, la durée de lecture correspond à la longueur du texte publié, par exemple, cela veut dire que le texte est donc pertinent et qu'il est adapté à la recherche en question. De même, s'il passe beaucoup de temps sur votre site internet et visite plusieurs pages, cela traduit du coup un maillage de liens internes pertinent, une qualité de contenu et donc un site internet à mettre en avant. Alors, comment utiliser Google une fois qu'on a compris tout ça? Alors, bah déjà, hein, on le disait, hein, si vous voulez vraiment utiliser Google pour faire du business, la première question, la toute première question, on reste dans le monde informatique, hein, c'est un logiciel, hein, Google est un site web au final. Hein. Bah, vous évitez, vous devez disposer d'un hébergement rapide, ça on l'a dit, hein, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons on dit UX maintenant, d'expérience utilisateur, hein, c'est beaucoup plus agréable hein, quand un site va vite. Il y a quelques années, Amazon avait fait une étude. Ils avaient évalué leur perte à 100 000 $ par an à chaque fois qu'une page web mettait 100 millisecondes de plus à se charger. Hein, c'est Amazon, mais on voit un peu l'influence que ça peut avoir. On évite les serveurs mutualisés anonymes parce qu'en fait, un serveur mutualisé, qu'est-ce que c'est? C'est une machine, c'est un ordinateur sur lequel il va y avoir plusieurs sites web. Vous ne connaissez pas les sites qui sont hébergés sur le même serveur à côté de votre site à vous. Vous pouvez très bien tomber sur un site de voyance ou pire avec un fort trafic et à ce moment-là, toutes les ressources au serveur vont être utilisées par ce voisin un peu gourmand et vous, bah, derrière, votre site, il va ramer et donc ça va être un peu compliqué pour être référencé correctement par Google. Il faut donc investir le juste budget dans un hébergement, ni trop cher, faut pas exagérer non plus, mais il faut pas non plus y aller à l'économie, c'est important. Le code du site doit être propre. C'est-à-dire que si vous utilisez un site, un CMS connu comme PrestaShop, WordPress, Joomla, il n'y a pas trop de problèmes. Si vous utilisez des sites qui sont créés par des agences web, des sites dits propriétaires, faites attention à la qualité du codeur et du codage parce qu'en fait, c'est très, très problématique. Et donc, en fait, il faut que tout ça respecte le speed index, hein, qui est donc l'indicateur donné par Google pour évaluer un site web. Donc là, je vous ai mis deux sites hein, qui sont deux outils en ligne hein, qui peuvent vous permettre de vérifier la vitesse de vos pages. Page Speed Insight, c'est un outil gratuit fourni par Google. Donc, si Google dit que c'est bien, c'est que c'est bien. On ne cherche pas à comprendre. Et le deuxième, c'est Airboost, qui est un outil payant et lui qui va nous permettre d'aller un peu plus loin dans l'audit et de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Le deuxième, hein, Elsa le disait, c'est publier du contenu pertinent. Alors, répondre aux intentions. Donc, on voit depuis tout à l'heure, on vous parle de champ lexical, on vous parle de contenu pertinent, de comportement utilisateur par rapport à vos pages web. Mais en fait, tout ça, pourquoi? Quand on utilise Google, nous, en tant qu'internaute, pardon, c'est essentiellement pour lui poser une question. On ne va pas on disait il y a quelques années surfer, ça se dit plus maintenant, mais on va pas surfer sur Google. On va sur Google, on a une question à poser, on pose notre question. Je veux acheter des chaussures rouges, je veux aller en vacances à la mer, mais comment que ça se fait que les petits poissons verts, enfin n'importe quoi. Et Google doit répondre instantanément à cette question, parce que s'il répond pas à cette question, on ira sur Bing ou on ira sur Quant, mais on n'ira plus sur Google. Et si on ne va plus sur Google, on ne verra plus les annonces Google Ads. Et si on ne voit plus les annonces Google Ads, on ne cliquera plus dessus. Si on ne clique plus dessus, Google perd du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, 93% du chiffre d'affaires de Google, aussi riche soit-il, c'est Google Ads. Donc ça veut dire que Google, son seul boulot, c'est d'attirer les internautes. Et donc, pour attirer les internautes, il doit répondre aux questions que nous, on lui pose. Et je peux vous dire qu'un internaute, c'est imaginatif. Et que des questions, il y en a des milliards. Et qu'elles ne sont pas toutes très claires. Là, je vous ai donné un exemple de question qui était assez clair. Maintenant, si je tape poireau dans Google, il se passe quoi? Alors, ça marche moins maintenant, mais ça marchait très bien il y a encore quelques mois. Eh bien, on s'aperçoit que quand les gens tapent poireau, ils veulent les planter. Formidable. Mais si je tape carotte, eh bien, on s'aperçoit que quand les gens tapent carotte, ils veulent les manger. C'est quoi la différence? La différence, c'est l'intention. Alors, Google a inventé un algo qui s'appelle le RankBrain et qui a pour prétention et pour objectif, et ça marche assez bien, d'aller chercher les intentions cachées derrière la question d'un internaute pour pouvoir y répondre. Donc, si vous voulez que votre page soit parfaitement référencée avec du contenu pertinent, il faut c'est indispensable de connaître les intentions de vos prospects. Mais qu'est-ce que veulent mes prospects? Et une fois que vous connaissez les intentions de vos prospects, vous pouvez commencer à imaginer du contenu qui va avoir pour vocation de répondre à ces intentions, de répondre à ces questions. On reprend poireau-carotte. Si je suis un marchand de graines de poireaux, c'est formidable. L'agence SEO du quartier, elle m'a dit vous êtes premier sur poireau, vous avez du trafic. J'ai du trafic et j'ai de la conversion parce qu'en fait, quand les gens tapent poireau,
ils veulent les planter, je vends des graines de poireaux, c'est formidable, je vends des trucs. Je me dis, génial, je vais faire la même chose sur carottes, sauf que là, ça marche plus. Je suis premier sur carottes, j'ai du trafic de carottes, mais j'ai jamais de conversion parce qu'en fait, les gens qui tapent carottes veulent les manger. Très important. Le mot-clé n'est pas tout, c'est l'intention qui fait tout le mot-clé. Content is king, but intent is God. Très, très, très important. Après, il faut être Google friendly. Google friendly, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment être rapide, ça veut dire être parfaitement structuré, on l'a vu en termes de code, il faut que le code soit propre, mais ça veut dire être parfaitement compatible avec l'analyse, avec les Googlebots que les robots vont faire sur votre page. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien mettre des bons paquets. Parce qu'en fait, quand Google arrive sur votre page, il ne voit pas votre page, il voit la source. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu la curiosité de faire afficher la source avec le clic droit sur une page web. C'est ça que Google voit. Et en fait, vous vous apercevez que là-dedans, le contenu pertinent, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de code HTML, il y a beaucoup de trucs qui servent à rien, entre guillemets. Et donc, il faut qu'on aide Google à lui dire ici c'est utile, ici ça sert à rien, ici c'est utile. Pourquoi? Pour qu'il aille vite. Parce que les petits robots de Google, plus ils vont vite, moins ça coûte cher à Google, plus Google adore votre site, plus il reviendra, plus il référencera. Pour être Google friendly, c'est pas compliqué. Google a édité des guidelines, c'est-à-dire des préconisations, et en fait, il raconte tout. Il suffit de suivre ce qu'il vous demande. Être unique, ça veut dire qu'effectivement, pas de duplicate. Le duplicate, ça sert à rien. Ça donne à Google une mauvaise information et c'est catastrophique pour le référencement en fait. Donc, alors il y a des exceptions. On parle de curation, on parle de plein de choses. Il y a des exceptions, il existe des exceptions, il y a une manière de le faire. Mais quand on domine pas le SEO, le mieux c'est de pas y toucher. Être frais. Un des gros problèmes de Google, et vous l'avez certainement remarqué, c'est que Google a certainement une mauvaise habitude, enfin moi j'aime pas trop, c'est qu'il met la date souvent de la publication du post. Alors effectivement, quand on dit Google explique-moi ce que c'est que, je sais pas, le SEO, c'est bien sympa d'avoir la date parce que comme ça change tout le temps, de savoir qu'on a un article de 2019 ou un article de 2003, on peut se douter qu'en 2019, l'article va être plus frais, plus pertinent que celui de 2003. Par contre, si on lui demande à Google qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique, je pense que c'est à peu près la même chose en 2019 qu'en 2003, même s'il y a eu quelques différences depuis. Et donc, ça perturbe pas mal les internautes d'avoir des dates comme ça, et on a l'impression que parce que c'est vieux, c'est pas pertinent. Donc Google adore les gens qui mettent à jour leur contenu. C'est-à-dire qu'en fait, mettre du contenu régulièrement, c'est très très bien. En moyenne, on considère qu'un contenu par semaine, c'est parfait. Mais revenir sur ces vieux contenus, les adapter pour changer la date de publication, ce qui se fait automatiquement sur des logiciels comme WordPress, et ramener de l'information nouvelle sur des thématiques anciennes, ça Google adore. Donc produire du contenu, c'est non seulement en mettre du neuf, mais c'est aussi revoir l'ancien. Produire du contenu, c'est compliqué. En interne, c'est chronophage, il faut savoir ce qu'on a à raconter, il faut passer du temps. Personnellement, je fais du web depuis un certain nombre d'années, vous l'avez vu, et dès que je me mets à écrire des articles, c'est minimum 2h30 dans mon domaine spécifique. Donc, on utilise des agences, on utilise des freelances, on utilise des web rédacteurs, c'est un vrai métier, et on utilise ça en externe. Donc, vous pouvez chercher dans Google des sites, des plateformes où vous allez trouver des freelance rédacteurs, vous avez rédacteur.com, vous en avez plein, qui pourront vous aider à produire du contenu pertinent. Créer des liens pour le netlinking. Alors c'est interdit. Google ne veut pas qu'on le fasse parce que dans le monde parfait de Google, le netlinking, c'est quelque chose qui doit être naturel. C'est-à-dire que si votre page est tellement formidable, elle est tellement extraordinaire, votre contenu est tellement pertinent que les autres internautes, surtout les autres webmasters, ne vont pas résister à l'envie de partager. Sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, un webmaster, il n'a pas du tout envie d'envoyer du référencement SEO à un autre webmaster sans avoir une petite contrepartie, un petit deal. On connaît la valeur d'un lien. Et donc, à partir du moment où vous voulez obtenir un lien entrant sur votre site, il va falloir faire des deals. Alors, il existe des plateformes, il existe tout un tas de choses, il existe des deals. Vous voulez faire un lien sur un site, vous m'appelez, peut-être que j'ai un site qui correspond à votre thématique et gentiment, je pourrais vous faire un lien parce que vous avez assisté au webinaire, par exemple. Donc, il y a eu une petite contrepartie. Il faut travailler le sculpting. C'est-à-dire que si on commence à faire du lien artificiel, il va falloir faire croire à Google que ça ressemble à du lien naturel. Le sculpting, c'est en fait la répartition des encres
optimisée ou pas. Tout à l'heure, je disais, l'encre optimisée sert de contextualisation à un contenu. Seulement, si on ne fait que ça, ça semble pas du tout naturel. Parce que qu'est-ce que font en général les webmasters quand ils envoient sur une page web d'un site? Cliquez ici, visitez ce site, ils mettent le nom du domaine. Et Google a des stats là-dessus. Il sait que 70 à 80% des liens entrants doivent être des liens génériques, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas une encre optimisée. Donc, le sculpting de ce netlinking est super important. Sinon, vous faites repérer, vous faites bannir. Travailler la pertinence lexicale. Faire un lien vers un site de hérisson sur le mot-clé poker, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, Google va se demander de quoi ça cause. Donc, la pertinence lexicale doit être conservée dans les 20% d'encre optimisée qu'on va utiliser dans notre netlinking. Et enfin, travailler le Trust Rank. Le Trust Rank, c'est l'indice de confiance. Ça, c'est l'ADN de Google, hein, le netlinking et le Trust Rank. Hein. C'est comme ça qu'ils ont été créés. C'est ça la vraie idée des créateurs de Google. Avant, on positionnait les mots-clés parce qu'il y avait 300 fois banane dans la page. Eh bien, on était premier sur banane. Donc, le petit copain webmaster, il arrivait, il mettait 305 fois banane, il passait devant. C'était aussi bête que ça. Et puis Google est arrivé en disant c'est pas possible, on peut pas continuer à référencer les sites comme ça parce que ça veut rien dire, c'est complètement idiot, ça n'est pas pertinent. Et donc ils ont une idée assez géniale, il faut le reconnaître parce que c'est toujours celle qui fait force de loi aujourd'hui. Ils ont dit si on part d'un site à forte confiance, et à l'époque ils ont choisi la BBC, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais si on choisit un site de forte confiance, par exemple on lui donne un indice qu'on va fixer à 100. On va l'appeler le Trust Rank et ce sera la BBC à 100 de Trust Rank. Si la BBC fait un lien vers une page web, on peut considérer qu'ils ont vérifié ce qu'ils faisaient, que le webmaster de la BBC a quand même pas fait un lien vers n'importe quoi. Donc on va dire que le Trust Rank de la page qui reçoit le lien de la BBC, il va être à 90. Et si cette page, elle fait elle-même un lien à une autre page, il va être de 80. Et ainsi de suite, ainsi de suite. La formule est plus compliquée que ça. Ce n'est plus vraiment la BBC qui sert de référence. Aujourd'hui, je crois que le site qui a 100, c'est Twitter. Donc, vous voyez, puis il y en a d'autres probablement, mais bon. Mais c'est la philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous êtes proche d'un site qui a un indice de forte confiance en termes de netlinking, plus vous avez une forte confiance et plus vous avez de chances d'être référencé par Google. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est-à-dire que si vous avez votre copain ou votre cousin ou votre beau-frère garagiste qui fait des sites web le dimanche parce que il sait pas quoi faire de ses journées et qui vous dit ouais j'ai fait un super site sur les bananes, si tu veux je te booste ton site de plomberie, je vais te faire un lien, refusez. Parce que là vous avez un lien toxique et en fait ça va être plus terrible que bénéfique. Le netlinking, c'est aussi en interne. Donc en fait, on a beaucoup parlé de l'off-site, c'est-à-dire que les liens hypertextes pertinents qui pointent vers votre site en venant de domaines extérieurs, mais ça marche aussi en interne. C'est-à-dire que n'hésitez pas, et le meilleur exemple que je puisse vous donner pour le sujet, c'est Wikipédia. Allez voir Wikipédia, vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne. À chaque fois que vous avez un mot-clé qui peut être renseigné, confirmé, documenté par une page qui existe déjà sur votre site, n'hésitez pas à faire un lien dessus qui va mener vers une page de votre site. Ça va avoir plein d'effets. Premier effet, ça va faciliter le travail des Googlebots. Plus ils rencontrent de liens, plus ils sont contents parce que plus ils ont de choses à aller voir. Ça va contextualiser la page cible avec un mot que vous aurez choisi, en vous évitant d'aller demander à un webmaster tu peux me faire un lien, parce que ça, là c'est vous qui décidez, et ça va donner à Google une information assez importante sur le comportement des utilisateurs, parce que si le lien est pertinent, l'utilisateur va cliquer dessus et restera plus longtemps sur votre site. Et donc Google va dire ah, ce site doit être vachement pertinent parce que les gens restent longtemps. Le référencement payant. Alors évidemment, je disais tout à l'heure que 93% du chiffre d'affaires de Google, c'est Google Ads. Évidemment, c'est comme ça qu'il est. Alors qu'est-ce que c'est Google Ads? Google Ads, c'est ex AdWords, hein, ça a changé de nom il y a quelques mois. C'est les annonces que vous voyez quand vous arrivez sur une page de résultats, on appelle ça une SERP. En haut, il y a des annonces hein, avec marqué annonce. Donc là, pour être premier là, il faut payer. Alors comment est-ce que ça fonctionne le référencement payant? Déjà, à quoi ça sert? Ça vous permet d'être premier sur une page sans forcément prendre le temps de faire du contenu pertinent, de faire des liens entrants, d'avoir un hébergement rapide, etc. Quoique, on verra après pourquoi. Donc,
les 5 étapes pour faire du référencement payant, c'est les requêtes pertinentes. C'est-à-dire, c'est l'intention. Ça, on n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez vendre du barbecue pour les entreprises, vous avez plutôt intérêt à identifier qu'est-ce que vont taper les internautes qui cherchent des traiteurs pour faire du barbecue en entreprise. Vous allez faire des annonces ciblées. L'annonce, c'est le petit texte qu'on voit sur Google. Donc, effectivement, il faut que cette annonce, elle soit claire sur votre attention et sur ce que vous voulez offrir, sur ce que vous voulez vendre, et il faut qu'elle soit incitative. C'est-à-dire qu'elle doit inciter au clic. Sinon, ça sert à rien. Le but du jeu, c'est d'aller chercher des prospects. Vous devez créer des landing pages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une landing page? Une landing page, c'est une page d'atterrissage. C'est donc une page dédiée qui va accueillir l'internaute qui aura cliqué sur votre annonce. Alors, là, je vais m'arrêter un petit peu parce que ces 3 premières étapes sont super importantes. En fait, souvent, je vois, et faites l'expérience sur Google, vous le verrez aussi, des gens qui vendent des choses et qui envoient les internautes vers des pages génériques. Alors, je vais prendre un exemple au hasard qui n'existe peut-être pas, mais qui va être significatif. Je suis un internaute, je veux acheter un vélo rouge pour aller faire du VTT en montagne. Je demande à Google, vélo rouge pour faire du VTT en montagne. Alors là, vous avez 2 cas de figure. Vous avez les mauvais qui vont vous mettre une annonce en vendant des vélos rouges. Vous cliquez, vous arrivez sur une boutique de vélos, vous avez des vélos verts, des vélos bleus, enfin tous les vélos que vous voulez. C'est compliqué, notre cerveau reptilien n'a pas le temps de réagir et donc l'internaute s'en va. Et vous avez le webmaster qui a tout compris au film et qui, sur l'annonce, nous on vend des vélos rouges pour faire du VTT en montagne. Vous cliquez, vous arrivez sur une page où on ne vous parle que de vélos rouges pour faire du VTT en montagne. Et là, vous maintenez ce qu'on appelle l'intention tout au long du flux du parcours de l'internaute. Et ça, c'est essentiel pour faire du référencement, que ce qu'il soit payant ou gratuit. Mais en référencement payant, c'est encore plus sensible parce que vous payez pour aller chercher ces internautes. Donc le but du jeu, c'est pas de le perdre en cours de route. Le but du jeu, c'est vraiment qu'il clique, pour qu'il sache pourquoi il clique, et quand il arrive sur la page, il arrive sur la page qui le concerne. Alors ça peut être compliqué. Ça veut dire que dans certains cas, on fait 3000, 4000, 5000 landing pages pour des gros sites. Mais à chaque fois, on a un tunnel d'intention qui est préservé et on a des taux de conversion qui sont très élevés. Si vous ne faites pas ça, de toute façon, vous perdrez de l'argent. Le choix d'un bon CPC. Le CPC, c'est le coût par clic. Google Ads fonctionne au coût par clic. À chaque fois que quelqu'un clique sur votre annonce, vous payez. D'où l'intérêt d'avoir un suivi d'intention qui soit maintenu. Parce que si vous avez un taux de rebond sur vos landing pages qui est de 80%, ça veut dire que sur 100 internautes que vous avez achetés, vous en avez 80 qui s'en vont. Donc c'est un peu dommage. Autant essayer de faire baisser ça. Donc ce CPC, il faut faire un bon choix, non pas en fonction de la concurrence, non pas en fonction des indications de ce que va vous raconter Google, mais en fonction de votre coût d'acquisition client à vous. Quelqu'un qui va vendre un vélo rouge à 300 € et quelqu'un qui va vendre un vélo rouge à 30 000 € va pas avoir le même coût d'acquisition client parce qu'il va pas faire la même marge. Et donc, il va pouvoir dépenser un CPC, un coût par clic qui va être très différent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. En moyenne, on considère qu'une landing page bien faite, statistiquement, génère un client, je dis bien un client, ni un prospect, ni un engagé, mais un client, tous les 120 clics. Ça veut dire que si vous avez un CPC de, on va dire 10 €, c'est un peu excessif, mais bon, 10 €, vous allez avoir 1200 € pour aller chercher un client. Si ce client vous rapporte 300 balles, c'est pas la peine d'y aller. Si ce client vous rapporte entre 3000 et 4000 €, ça vaut le coup de se poser la question. Donc le choix du CPC ne doit pas être une conséquence de ce qui se passe sur Google, mais ça doit être un choix que vous vous êtes imposé en faisant le calcul de votre coût d'acquisition client maximal admissible. En général, 30% de la marge dégagée. Et enfin, parce que sur Internet, on ne sait jamais rien, si vous voulez que ça fonctionne, il faut faire du test, de l'A/B testing. Vous testez plusieurs annonces. Google propose cette option-là gratuitement, c'est-à-dire vous créez plusieurs annonces. Petit truc pour ceux qui connaissent un peu Google, les ingénieurs Google m'ont avoué la dernière fois que le fait de mettre 6 annonces dans Google Ads vous permet d'avoir un quality score supérieur. Petit bonus, parce que ça, on n'est pas censé le savoir. Donc, de l'A/B testing, plusieurs annonces, plusieurs landing pages, et vous testez, vous testez, vous testez. Méfiez-vous, partez en courant à chaque fois que quelqu'un vous dit « je sais faire, on va gagner ». Ça n'existe pas. 17% des intentions des internautes changent tous les ans. Ça veut dire qu'en fait, vous avez tous les 7 ans, le web est différent. Donc, on ne peut pas apprendre sur Internet, on ne peut que constater, mesurer, analyser. Alors voilà, j'en ai parlé.
optimiser les requêtes qui déclenchent l'affichage, c'est-à-dire qu'en fait, bien comprendre l'intention de son client et aller chercher les requêtes les plus juteuses en termes de chiffre d'affaires pour vous. Pensez toujours à ROI quand vous faites du payant. Le quality score, donc le quality score, je ne vais pas m'étaler ici, j'avais fait une vidéo à un moment donné qui dure 45 minutes, donc on va pas en parler là. Le quality score, c'est vraiment, à un moment donné, quand on utilise Google, 70% des internautes ne cliquent jamais sur les annonces, comme vous, comme moi, comme Elsa. Pourquoi? Parce qu'on a été habitué à cliquer sur des annonces qui n'étaient pas pertinentes. Les gens payent, donc ils racontent n'importe quoi. C'est plus vrai. Il y a quelques années, Google s'est dit, il faut absolument que j'arrive à augmenter mon chiffre d'affaires. Google fait 93% de son chiffre d'affaires grâce à Google Ads, et pourtant seulement 30% des internautes utilisent des annonces. Ça veut dire que si ne serait-ce que 40% des internautes se mettaient à utiliser les annonces, Google voit mécaniquement son chiffre d'affaires augmenter de 10%. Donc en fait, il a dit aux internautes, maintenant, les annonces que vous mettrez payantes devront suivre les mêmes règles que le SEO. Mots-clés, structure, balise H1, H2, contenu pertinent. Sinon, je vais vous punir. Et la punition, elle est claire, il tape au porte-monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait une mauvaise landing page, le CPC coûte plus cher. Et c'est pas un peu plus cher, ça peut aller jusqu'à 600% d'économie si jamais on travaille proprement. Donc c'est super important. Et surveillez votre taux de conversion. Comment est-ce qu'on peut accroître son chiffre d'affaires avec Google? Eh bien, en respectant tout ce qu'on vient de vous raconter. C'est très simple au final. Connaître les requêtes pertinentes et les intentions de vos internautes qui cherchent vos offres. Donc ça, c'est du commercial. On ne parle pas de web, là, on parle vraiment de commercial. En les regroupant par intention, par famille d'intentions, en créant des landing pages qui répondent à chacune de ces intentions et en suivant les règles du SEO et du SEA pour créer des annonces payantes ou naturelles sur les moteurs de recherche. Et si vous faites ça, et si vous le faites proprement et si vous le faites avec, comment je dirais, assiduité, vous gagnerez de l'argent avec Internet. Là, c'est le petit quart d'heure publicitaire. Comment est-ce que nous, on peut vous aider à générer des prospects? Déjà, moi, ce que je vais vous proposer là, c'est de vous donner des conseils gratuits, de vous aider, de faire un audit de votre site, de votre business sur le web, et de vous dire, ça va pas, ça va, etc., etc. Alors, et pour obtenir cette petite heure de conseils qu'on peut faire par Skype, ou si vous me payez un café, ça sera avec plaisir, vous m'envoyez un email à Contact Tony avec marqué Ranking Coach dans l'objet, et puis on discute après de vos problématiques sur Internet. Vous pouvez aussi remplir le petit formulaire dont le lien est en bas. Alors vous recevrez, je pense, le PPT, donc du coup, vous ne prenez pas la tête et essayez de le recopier. Et du coup, si vous souhaitez utiliser un outil pour apprendre et faire le SEO de votre site internet donc par vous-même, vous pouvez utiliser aussi Ranking Coach. Notre outil du coup vous aidera et vous guidera donc grâce à des étapes du coup qui sont personnalisées à votre site internet et à votre entreprise, ainsi que des tutoriels vidéo en fonction des CMS que vous utilisez, donc les systèmes pour faire votre site internet. Pour choisir les bons mots-clés, pour travailler l'ensemble du coup des bases du référencement, pour améliorer du coup votre référencement aussi en local et même à mettre en place et à gérer des campagnes Google Ads. Donc n'hésitez pas à venir le tester ou du coup à profiter de notre offre. Alors, je vais peut-être faire une petite parenthèse. Moi, je connaissais pas Ranking Coach il y a encore 6 mois et Ranking Coach et donc des outils mode SaaS, il en existe des Palanquet plus 10 en 25 ans de web, j'en ai vu passer beaucoup. Celui-là, il est assez bluffant parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir un webmaster mécanique qui vous dit, qui vous titille et qui vous dit, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. On vous donne des conseils, on vous apprenant comment le faire. Et moi, ça m'a assez bluffé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de faire ce webinaire parce que j'en fais jamais. C'est un truc qui me passionne pas plus que ça. Et voilà. Alors ne rougis pas, Elsa, si je te fais autant de compliments, mais, mais c'est parce que c'est rare. Non, mais c'est bien, je vais t'embaucher. Voilà, c'est rare de tomber sur un outil pas cher et qui tient ses promesses. C'est gentil. Il n'y a pas de quoi. Merci. Du coup, maintenant, on va prendre un petit peu le temps de répondre un peu à vos questions. Du coup, juste, je regarde. Donc, j'ai ma collègue qui a répondu à certaines questions déjà, mais du coup, qu'est-ce qui reste? Alors, faut-il utiliser plusieurs mots-clés pour faire une recherche? Alors, faut-il utiliser plusieurs mots-clés pour faire une recherche du point de vue de l'internaute ou du point de vue du webmaster? Si c'est du point de vue de l'internaute, on
fait, on ne sait pas, c'est l'internaute en moyenne utilise entre 3 et 4 mots-clés. Alors, il y a eu une tendance à la hausse pendant quelques années où effectivement, on est passé de un mot-clé au début d'Internet, on marquait chaussures. Et puis on a marqué chaussures noires, et puis on a marqué chaussures noires avec un talon. Et ça s'est précisé. Avec l'arrivée du mobile, on a observé une tendance un peu inverse, c'est parce que c'est un peu chiant de taper sur le mobile. Donc en fait, on avait tendance à revenir à une ancienne pratique qui était on utilise moins de mots-clés. Et avec le vocal, OK Google, est-ce que tu peux me donner des... Voilà, on a tendance à remonter. Bon, ça c'est du point de vue de l'internaute. Du point de vue du webmaster, oui, une intention va être représentée par plein de mots-clés, par son champ lexical. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va travailler, on dit toujours, mais ça c'est parce qu'on a encore du mal, nous les webmasters, à arriver en 2019. En fait, positionner une page sur un mot-clé, c'est pas bon. Il faut positionner une page sur une intention, et dans cette page, on va utiliser les mots-clés du champ lexical qui vont être représentatifs de l'intention. Par exemple, faites l'expérience, si vous tapez petit batracien vert qui vit en France, Google va vous sortir grenouille. Pourtant, vous ne tapez pas grenouille. Vous lui posez une vraie question. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, vous avez un ordinateur, vous avez donc une intelligence artificielle qui a regardé des mots, qui a analysé des champs lexicaux, qui a été voir d'autres sites, et avec les millions et les millions de réponses qu'ils ont pu accumuler quelque part, qui est capable de vous dire que vous êtes en train de poser la question sur la grenouille. Donc en fait, vous, en tant que webmaster, quand vous écrivez un contenu, vous devez d'abord identifier l'intention, et vous devez ensuite, par rapport à cette intention, isoler le champ lexical, et enfin utiliser tous les mots-clés du champ lexical. Ce qui veut dire que pour une intention, vous serez probablement amené à créer plusieurs pages, plusieurs articles qui vont répondre à la même intention selon des angles et selon des axes différents. Et donc là, tout le netlinking interne dont on parlait tout à l'heure prend tout son sens. Et donc, vous pourrez choper effectivement tout un tas d'internautes qui vont exprimer cette intention sur Google. Alors, j'en ai une sur les backlinks. Les backlinks permettent-ils de valoriser le lien du site? Le lien du site, l'URL, vous voulez dire? Alors, je pense que c'est l'URL, oui. Ouais, alors oui, parce qu'effectivement, si vous faites un backlink qui vient Elsa parlait du Monde tout à l'heure, donc par rapport à ce que je disais sur le Trust Rank, les sites de presse, c'est un peu le Graal, hein, parce qu'en fait, pour Google, c'est des sites qui sont de forte confiance. Donc, si vous obtenez un lien qui vient d'un site de presse, oui, ça va avoir une influence directe sur votre nom de domaine, sur vos pages. C'est ce que nous, on appelle le jus SEO. C'est-à-dire que le jus SEO, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, imaginons un liquide qui vient du monde, liquide très puissant, très dense, beaucoup de liquide. Vous avez un petit tuyau qui vient votre page, et donc là, vous allez avoir forcément beaucoup de liquide qui va arriver et que vous pourrez redistribuer à l'intérieur de vos pages à vous ou distribuer à d'autres sites web. Donc effectivement, le lien entrant va avoir une incidence directe sur l'indice de confiance de votre URL. Et va donc aussi avoir une incidence directe sur l'indice de confiance des sites vers qui vous faites des liens. Alors, justement, on a une question sur qu'est-ce que le Trust Rank? Le Trust Rank, c'est ça, c'est l'indice de confiance qui est donné par Google, que vous pouvez mesurer sur des outils tels que Majestic ou Ahrefs. Et donc, c'est l'indice de confiance. Google attribue un indice de confiance qui veut dire ce site donne que des informations justes, vérifiées, vérifiables et pertinentes. Et donc, les auteurs qui écrivent sur ce site sont des auteurs qui ont une forte notoriété dans leur domaine d'activité. C'est donc pour moi la crème de la crème. Et comme on ne peut pas tous être la crème de la crème, il a établi un système pyramidal hiérarchique. Et vous avez les sites qui sont tout en haut, avec une forte indice de confiance, et vous avez plein de sites qui sont tout en bas. Et tout le jeu du netlinking, c'est d'essayer de monter dans la pyramide pour avoir de plus en plus d'indices de confiance. Donc l'indice de confiance, c'est vraiment ça. C'est que si vous arrivez à vous faire repérer comme Google comme étant quelqu'un de pertinent parce que vous publiez souvent des contenus et que vos contenus sont bien lus par les internautes, que la durée de lecture moyenne de vos pages est élevée, Google va en déduire qu'effectivement, ce que vous racontez, ça a l'air intelligent, et donc il va vous donner de plus en plus de trust rank. Alors, peut-on avoir de nouveau les liens des deux sites de recherche Google? Alors du coup, on va vous partager après la vidéo, donc vous aurez directement accès à tout le PowerPoint, donc vous pourrez voir tous les liens justement qui ont été mis à l'intérieur de la présentation. Alors, être frais, c'est pertinent sur Google?
Oui, alors frais et pertinent. C'est-à-dire qu'en fait, si vous simplement vous écrivez un article tous les jours qui fait coucou, ça va bien, ça sert à rien, hein. Donc c'est vraiment, c'est toujours répondre à l'intention, amener de l'information à vos lecteurs. Internet, c'est un média, hein, un site web, c'est un média. Donc il faut amener de l'information sur le lecteur. On a l'habitude de dire rendez vos lecteurs intelligents. C'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument que quand votre internaute arrive sur votre page, il y trouve ce qu'il y cherche. Et si c'est remis à jour, bah, il y a des domaines où il n'y a pas besoin de remise à jour, mais il faut quand même un peu le faire. Si c'est remis à jour régulièrement, le comportement des visiteurs sur votre site va toujours être maintenu à un niveau de qualité maximale. Google va le voir et donc Google va vous récompenser en vous positionnant, enfin en positionnant votre page mieux que celle des petits copains qui font peut-être pas forcément la même chose. Donc frais et pertinent. Surtout qu'en plus, ça peut être aussi partagé, hein. Plus vous mettez des articles qui parlent de différents donc Mm. sujets toujours dans votre domaine d'activité, hein, mais du coup, ils peuvent aussi être partagés par d'autres sites internet ou sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça vous ramènera de la visibilité et donc du trafic, hein. Donc, c'est toujours Tout à intéressant fait, de. tout à fait. Et puis, ça montre aussi, hein, euh, mince, je l'ai en La anglais. vitalité. La vitalité d'un site web. Voilà. C'est vos Ouais. skills, vos connaissances, quoi, vos compétences du coup dans Voilà. le Puis domaine. votre expertise. Donc ça montre aussi, voilà, Voilà. merci. Et Donc oui, ça oui, oui, montre, parce ça que montre aussi hein, ce que vous savez faire. Donc c'est vrai que c'est toujours un moyen aussi de mettre en avant du coup votre travail. Donc n'hésitez pas à vraiment mettre du il faut contenu sur un dedans. site web, faut jamais parler de vous. En fait, moi, je vois toujours quand j'arrive chez des clients le site web à propos de nous, notre historique, notre savoir-faire. On s'en fout. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est répondre à ma question. Est-ce que vous faites des chaussures rouges? Ouais, on fait des chaussures rouges. Comment on fabrique les chaussures rouges? On les fabrique comme ça. Ça m'intéresse. Donc c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Du coup, c'est les questions qu'on a eues pour aujourd'hui. Donc, on va vous envoyer un email, hein, Patrick et moi, du coup, avec les vidéos. Donc, vous pourrez la voir. Nous la partagerons aussi directement sur les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez avoir accès aussi à cette dernière via ce biais. En tout cas, merci à tous. Bientôt, nous aurons un webinaire sur les blogs avec Philippe Coll, avec qui on a eu déjà plusieurs webinaires, hein, que tu connais très bien aussi, Patrick. Oui, Euh, un donc partenaire pouvoir avec un fort donc, cross-trank. donc n'hésitez pas et on a pas mal aussi d'articles sur le blog, notamment sur les mots-clés de longue traîne, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc ces groupes de mots-clés qui sont utilisés du coup, qui prennent un peu plus en considération du coup l'intention. Donc n'hésitez pas à venir découvrir cet article et également sur la confiance sur Google. Donc vous pouvez aussi trouver pas mal d'informations du coup qui peuvent vous aider à améliorer du coup vos ventes en ligne. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toi, Elsa, d'avoir organisé. Merci à Patrick. Et puis, à très bientôt.